L'actualité en République démocratique du Congo demeure largement dominée par le forum sur la réforme électorale. Beaucoup de divergences autour de la question pour le FCC, c'est si n'est qu'une vaste blague. Eh bien, ils n'ont pas voulu tout de même rester de leur présence au sein de ces assises. De l'autre côté, Modeste Bahati avec l'AFDCA estime que cette réforme devrait en principe intervenir avant même l'audit de la CENI. Je rappelle que le gouvernement de la République avait injecté près plus d'1 milliard de dollars à Corneille Nangaa pour organiser les élections passées. Aujourd'hui, la question de gestion de cette enveloppe continue toujours à faire couler beaucoup d'encre et de salive. Mais de l'autre côté, le professeur de Liège, Bob Kadima, c'est lui-même qui a initié ces assises, estime que le forum de Centre Nganda n'est rien d'autre que juste un cadre d'échange. Ça ne va pas remplacer les institutions du pays. Autant de questions, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, qui vont tout de même constituer en quelque sorte la charpente de notre émission. Mais vous êtes sans savoir que nous ne devrions pas passer outre la question de la dévaluation du franc congolais face à la devise américaine. Aujourd'hui, nous assistons à une accalmie en ce qui concerne notre monnaie. Donc le franc congolais s'apprécie un peu. Nous allons essayer de comprendre avec notre invité, l'expert, vous le connaissez, M. Albert Moleka. Nous allons, une fois de plus, jouir de son expertise au cours de notre échange. M. Albert Moleka, bonjour et bienvenue. Bonjour Philippe. J'aimerais commencer cette émission par la question de la volatilité du cadre macroéconomique en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, plusieurs indicateurs sont au rouge, notamment l'inflation, et puis de l'autre côté, la question des taux de change, et j'en passe. Les gouvernements de l'autre côté estiment que celui-ci n'est que la conséquence, ou bien la conséquence, l'impact du Covid-19. Mais on se poserait la question, quid de la politique de la résilience tant vantée par le gouvernement de la République. Peut-on dire d'emblée que la politique de la résilience n'a pas prouvé sa capacité? Mais tout d'abord, Philippe, je voudrais rappeler une réalité que nous avons eu à mentionner fréquemment lors de différentes émissions. N'oublions pas que l'économie congolaise est constituée d'une économie informelle et d'une économie formelle. Le gouvernement de la République contrôle l'économie formelle. Mais l'économie informelle constitue plus de 70% de notre économie. Donc le gouvernement n'a pas autant d'influence, s'il en a certains, sur cette économie informelle. Or, c'est cette économie informelle qui fait tourner toute la machine dans ce pays. D'où la nécessité pour chaque gouvernement de la République d'essayer d'étendre son influence, son apport et ses revenus sur l'économie informelle. Lorsque nous parlons par exemple des paramètres macroéconomiques que des gouvernements passés ont tellement vanté, nous avons toujours attiré l'attention sur le fait qu'ils parlent de paramètres macroéconomiques sur la portion de l'économie qu'ils peuvent influencer, sur lesquels ils peuvent avoir réellement des résultats. Et actuellement, qu'est-ce que l'on voit? On voit le taux du dollar par rapport à notre monnaie devient volatile au point qu'on ne sait plus faire de prévisions. On essaye de calmer les différents agents du marché, puisque une monnaie est toujours tributaire de ce que chacun ressent en termes de confiance, en termes de conviction. Et il faut toujours éviter la panique. C'est ainsi qu'on essaie tout d'abord de calmer le marché, de sorte que on puisse activer les différents outils, les différents mécanismes, principalement toujours basés sur l'offre de la loi de l'offre
et de la demande, de sorte à calmer ces indicateurs de change. Mais nous voyons que la réalité nous rejoint toujours. On essaye, on tente d'éviter toujours la barre fatidique de 2000, alors que dans la réalité, cette barre est dépassée depuis longtemps. Aujourd'hui, si vous voulez acheter du dollar, c'est pas moins de à 2300 francs le dollar. Si vous voulez acheter, c'est ça la réalité. Alors, bien sûr, les gouvernements doivent continuer à faire des efforts. Lorsque vous parlez de résilience, à faire des efforts. Mais le premier effort, c'est le plus difficile, c'est-à-dire c'est le contrôle des dépenses publiques. Et lorsque nous regardons les dépenses publiques qui sont les plus importantes en termes de proportion, c'est les rémunérations. Les rémunérations dans les institutions, les rémunérations dans tout ce qui fait fonctionner la machine de l'État. Il faut un effort conséquent dans ce sens, faire baisser les salaires dans les institutions et réduire... Il faut appliquer la rigueur. L'austérité, nous n'avons pas le choix. Il faut appliquer l'austérité, c'est la solution que M. Albert Moleka a proposée. Mais M. Albert Moleka, j'aimerais que nous puissions tout de même palper même le vif de ces débats. Parce qu'il y a des accusations qui fisent. D'un côté, le FCC acquise le pouvoir en place. Comme quoi, le pouvoir en place dépense mal. Hein, il dépasse largement le budget au niveau de la présidence. On parle même des dépenses qui sont vraiment extra-budgétaires. Et puis de l'autre côté, l'FCC acquise encore le cash, que le cash a dilapidé le réserve de change. Vous le savez, dans le principe de l'économie monétaire, le réserve d'échange, on ne touche pas, c'est le matelas. On estime que, selon l'FCC, lors de la passation du pouvoir, la Banque centrale avait 1,7 milliard de dollars comme réserve d'échange. Et aujourd'hui, ils ont essayé un peu de mettre le main là-dessus. Et puis de l'autre côté, le cash estime que ce n'est pas le cas. Vous êtes un opérateur économique, vous suivez de près l'évolution de notre économie et du paysage politique congolais. Quel est votre point de vue que vous souhaiterez mettre là-dessus? Qui a raison, qui a tort? En tant qu'entrepreneur congolais, je dirais que la politique économique de notre gouvernement, du pouvoir actuel, est assez difficile à comprendre. Dans ce sens que il y a des objectifs qui sont énoncés, mais maintenant dans l'application, dans les mesures prises, on ne sent pas que le gouvernement veut travailler avec les Congolais, par exemple. Or, si vous ne savez pas insuffler une confiance, une relation de confiance d'abord, entre vous et vos entrepreneurs locaux, croyez-moi, l'investissement étranger restera un leurre. Parce que même ces étrangers-là, peut-être une réalité que les politiques ne comprennent pas. Dans le secteur, dans le monde des affaires, il y a des réseaux, il y a des contacts. Et lorsqu'un investisseur sérieux étranger veut investir au Congo, il va se renseigner aussi auprès des hommes d'affaires et des entrepreneurs nationaux. Ce qu'ils pensent, qu'est-ce que le gouvernement fait pour eux, comment le gouvernement travaille avec eux. Je me souviens, sous l'ère Matata, il y avait des frictions sérieuses entre le Premier ministre et la FEC, entre M. Matata et M. Yuma, plus particulièrement. Mais cela dénotait déjà une difficulté de collaboration entre le secteur privé et le gouvernement. Or, que peut faire un gouvernement sans un secteur privé national, donc local, fort ? Non, il ne faut pas, lorsqu'on parle investisseurs étrangers, le problème dans notre pays, c'est que ça devient un discours politique, purement politique. Et on ne les voit pas, ces investisseurs étrangers sérieux. Ce qu'on voit, c'est des investisseurs étrangers qui
qui font plutôt partie de milieux, de cercles mafieux dont le pays n'a nullement besoin. Donc, je pense qu'en tout état de cause, lorsque le FCC, en quelque sorte, dénigre la gouvernance de ce gouvernement, le FCC oublie qu'il est partie intégrante du gouvernement. Il occupe le plus grand nombre de portefeuilles dans ce gouvernement. Le problème des Exactement. Le problème des réserves de change, c'est vrai que l'année dernière, il faut reconnaître qu'il y a eu des graves erreurs de jugement dans la gouvernance et dans la gestion des ressources financières de l'État. La preuve, c'est que le fameux programme des 100 jours se trouve aujourd'hui au tribunal pour corruption et détournement. Mais encore une fois, lorsqu'on regarde la manière dont ce programme a été géré, vous donnez 57 millions de dollars à un homme d'affaires étranger qui n'a pas, je dirais, le lien avec la terre de nos ancêtres. Mais d'un autre côté, lorsque les entrepreneurs congolais, donc qui n'ont aucun autre pays où aller faire des affaires, où aller investir, le mal, la difficulté qu'ils éprouvent, même à se faire payer des dettes de l'État, et des fois des dettes qui n'atteignent même pas le million de dollars. Mais on doit courir, faire des démarches comme si, en fait, ce pays ne nous appartenait pas. Je ne vous interromps pas, je souhaite préconiser l'aspect pédagogique de cette émission pour que, comme d'habitude, le téléspectateur comprenne tout de même ce que nous sommes en train de dire. Récemment, au cours de votre argumentaire, vous venez de dire qu'il faut instaurer le climat de confiance d'un côté, le gouvernement et puis le secteur privé. C'est tout à fait normal parce que c'est le secteur privé qui crée l'emploi. Le gouvernement crée le cadre, le bon climat, et puis le secteur privé, c'est le secteur privé qui crée l'emploi, et puis c'est l'émergence même de la classe moyenne qui est tant nous réclamons en RDC. Mais maintenant, vu que vous venez d'expliquer cette question, j'aimerais vous poser cette question qui va aborder dans ce sens. Quid maintenant de la démarche du gouvernement concernant les exonérations fiscales? Parce qu'aujourd'hui, le gouvernement avait voulu encourager ces secteurs privés à travers la dépense fiscale d'une manière technique, donc les exonérations qu'on accordait pour encourager la production. Mais aujourd'hui, vu que Félix Tshisekedi veut donner une nouvelle image de la fiscalité congolaise à travers cette question, où l'IGF a identifié presque plus de 5 milliards de dollars qui échappent à l'État congolais grâce à toutes ces exonérations. Pensez-vous que ça va encore asphyxier davantage les secteurs privés ou bien ça sera aussi bénéfique pour le pays? Lorsqu'on parle du problème des exonérations fiscales, il faut voir, il y a les exonérations légales. Bon, il y a des exonérations qui peuvent être illégales, mais là je dirais plutôt dans l'application de ces exonérations par les différentes régies. Il faut bien comprendre que notre pays n'est pas assez attractif économiquement pour attirer des investisseurs qui sont sans exonération. Les exonérations sont des incentives, comme on dit en anglais. C'est fait pour attirer et pousser les gens à investir dans tel ou tel domaine. Et même les nationaux en profitent. Alors, il y a un peu, à mon avis, à mon sens, des déclarations à l'emporte-pièce. Lorsqu'on dit les exonérations coûtent au pays 5 milliards chaque année. Certains peuvent comprendre ça et se dire, bon, si on arrête les exonérations, chaque année on aura 5 milliards. Non, ce n'est pas... Non, ce n'est pas du tout ça. Comprendre ça de cette manière tout à fait
tout à fait erroné, tout à fait erroné. Ah, je dirais, oui, il peut y avoir des abus dans l'utilisation des exonérations. Il est clair que certains bénéficiaires d'exonération, en fait, les revendent à d'autres opérateurs qui sont peut-être plus actifs. Certains bénéficiaires d'exonération n'investissent pas en réalité. Et peut-être ces manques à gagner, en fait, qui n'est pas manque à gagner pour tout le monde, bien sûr, peuvent arriver à des 5 milliards de dollars. Mais il ne faut pas non plus dire 5 milliards de dollars chaque année. Donc comprenons-nous bien, le fait, si on suspend les exonérations, ça ne va pas renflouer les caisses de l'État de 5 milliards de dollars en une année. On estime que donc voilà, on va prendre les 5 milliards, ajouter aux 3 milliards et demi que nous avons. Donc merci pour cet éclairage. Déjà les 3 milliards et demi, nous ne les avons pas. C'est un montant que nous espérons avoir. Et nous n'espérons pas avoir ça seulement sur l'activité économique locale. Nous comptons sur l'apport Banque mondiale, l'apport Fonds monétaire et autres bailleurs étrangers. La production nationale est très faible. N'oublions jamais, Philippe, que le gouvernement ne contrôle que l'économie formelle. L'économie informelle, qui est la plus grande partie de notre économie, n'est pas contrôlée par le gouvernement. Donc l'économie congolaise, on assiste à une prédominance du secteur informel qui représente autour de 70%, d'après certaines sources, d'autres parlent même de 80-85%. Alors, aujourd'hui, sous d'autres cieux, par exemple, au niveau de l'Afrique, l'Ouest-Afrique, ils encadrent l'informel et aujourd'hui, ils s'en sortent quand même bien. Mais M. Albert Moleka, vous avez effleuré quelque chose que j'aimerais aussi exposer au grand public. L'affaire Caméré, la gestion de fonds des 100 jours. Aujourd'hui, nous risquons pas de vivre le rebondissement dans cette affaire. Parce que s'il faut me référer au discours de Martin Fayoulou qui avait parlé que Caméré avait touché 66 millions de dollars, mais l'enveloppe globale de 100 jours, c'est estimé à 400 millions de dollars. Il faut des enquêtes sérieuses. Et puis aujourd'hui, Jamal aussi présente une autre version. Jamal déclare haut et fort qu'il avait touché seulement 3%. Or, il avait endossé la responsabilité lors du procès. Il avait dit qu'il avait touché 57 millions. Alors, voyez-vous pas que nous allons assister à un rebondissement dans cette affaire de 100 jours de Vital Caméré consort? Je n'appellerais pas ça un rebondissement. Je pense que le dossier étant en justice, il appartient à la justice, à travers les différents parquets, de faire son travail. Mais souvenez-vous, lorsque le programme des 100 jours a été présenté au mois de mars l'année dernière, le chiffre était à peu près de 450 millions de dollars. Je crois que certaines personnes ont l'impression que ce programme des 100 jours se limite seulement à l'affaire Jamal, à l'affaire Jamibo, les maisons préfabriquées. Non, les maisons préfabriquées, le marché de 57 millions de dollars, c'est à peine quasiment 8% du total du programme. Par rapport à l'enveloppe globale. Oui, ça ne représente pas grand-chose par rapport à l'enveloppe globale. Donc il y a... Mais voyons les investigations qui continuent à être menées par les différents parquets. Et je pense qu'à un moment ou à un autre, le gouvernement devra aussi faire son rapport public sur la gestion globale de ce programme de 100 jours. Vous êtes quelqu'un qui a un produit de l'IDPS, vous imprimez toujours ce Valère. Monsieur Albert Moleka, vous avez passé beaucoup de votre temps auprès du Sphinx, le fait président Tshisekedi, paix à son âme. Il prônait l'état de droit. Aujourd'hui, la manière dont l'actuel président aborde cette question, pensez-vous c'est appliqué à la lettre? L'état de droit, ça pourrait aussi être une solution pour renflouer les caisses de l'État? Mais bien sûr, écoutez, un État ne peut pas se développer si on n'accorde pas
Parce que je ne vous interromps pas, d'aucuns estiment que maintenant nous sommes dans une république des juges où il y a trop la répression, ça devient comme une arme de pression que le président veut utiliser. L'état de droit, c'est un état d'esprit. L'état de droit, ça ne se décrète pas. Avant d'arriver à l'état de droit, il faut que les esprits s'accordent et que les esprits acceptent de fonctionner selon les lois, les règlements et la mère des lois, bien sûr, la Constitution de la République. La République des juges, je n'y crois pas parce que nous sommes dans nous sommes dans un espace politique qui est régi par une Constitution. Aucun juge ne peut aller au-dessus de la Constitution. Aucun jugement au tribunal ne peut se donner en dehors de la Constitution. Donc même ces juges doivent respecter l'état de droit. Je crois que ce à quoi on assiste, c'est que la manière dont certaines affaires sont menées et principalement la manière dont certains parquets gèrent leurs dossiers. Vous avez des arrestations qui sont fortement médiatisées, des fois des arrestations, des mandats d'amener ou des mandats d'arrêt provisoire qui ne sont pas totalement justifiés, mais encore que la justification de telle ou telle arrestation, ce sont des choses tout à fait subjectives. Mais il y a beaucoup de buzz par rapport aux individus qui sont arrêtés, aux individus qui sont relâchés. Si vous regardez la proportion de personnes arrêtées et dont l'affaire a été jusqu'au procès et condamnées au procès, c'est minime. La plupart des personnes qui sont arrêtées avec fracas sont rapidement libérées parce que, bon, soit les faits leur reprochés ne sont pas prouvés déjà au niveau de l'instruction, il y a des doutes, ou bien il y a eu des problèmes, des erreurs dans la procédure. Écoute, moi je dirais, vous savez, le mensonge profite toujours aux saboteurs. La distraction créée par les buzz profite toujours aux saboteurs. Et là, il faut faire très attention, surtout vous les médias, lorsque vous rapportez les faits, vérifiez les faits d'abord. Vérifiez les faits d'abord. Ça fait aussi partie ça contribue aussi à créer cet esprit de civisme. C'est-à-dire que espérer l'état de droit sans prôner le civisme au sein de la population, je crois, c'est poursuivre des chimères. Il faut promouvoir le civisme au sein de la population. C'est-à-dire que la population comprenne qu'elle doit être attachée à ces lois, aimer ces lois et que chacun se soumette aux lois. Donc il faut vulgariser le loi pour que la population puisse s'entraîner. M. Albert Moleka, la dernière question dans ce volet judiciaire, j'aimerais vous poser la question sur la nomination de deux juges qui aujourd'hui fait encore polémique. Je me réfère à l'avocat conseil de ce juge, donc le professeur Todongo, qui estime que là, le président de la République avait enfreint la Constitution. Il inscrit même qu'il faut qu'une action judiciaire soit contre lui. Est-ce qu'il a raison? Parce que de l'autre côté aussi, je vois un autre professeur qui estimait que sur cette question, la jurisprudence existe parce que dans le temps, Kabila aussi avait nommé Voudoua où il avait permis, donc la jurisprudence existe. Vous avez un point de vue par rapport à cette question? Parce qu'on a comme l'impression que ça bloque. Écoutez, dans le temps, M. Kabila ne gérait pas avec une coalition. Je pense que le problème que nous avons ici, manifestement, puisque si vous observez bien, toutes les récentes ordonnances présidentielles sont sujettes à contestation. Les uns trouvent que elles enfreignent la Constitution et
souvent l'autre camp ne peut répliquer qu'en disant mais lorsque vous étiez au pouvoir, vous aviez fait la même chose. Je crois que le problème est éminemment politique et il se résume à l'atmosphère qui règne dans la coalition. Lorsque cette coalition au pouvoir fonctionnera d'une manière harmonieuse, vous aurez moins de ce genre de problème, puisque les nominations, tout ça, ce sont des choses qui se font en entente au sein de la coalition. Lorsque chaque parti veut faire à sa manière, c'est là où vous avez des problèmes tels que l'affaire des deux juges. Mais le président de la République, dans ses attributions, il a ce pouvoir-là. Oui, il a le pouvoir de nommer sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature. Alors vous voyez qu'il y a un camp qui dit oui, mais il n'y a pas eu de PV de la réunion du Conseil supérieur de la magistrature, donc on remet en cause ou on remet en doute la légalité de la procédure. La légalité de la procédure. En fait, les gens ne contestent pas les pouvoirs de telle ou telle institution, mais c'est toujours une question de procédure. C'est une question de procédure, il nous reste 15 minutes. Nous allons maintenant le consacrer au volet politique. J'avais introduit cette émission par rapport à la question du forum sur la réforme du processus électoral. Monsieur Albert Moleka, aujourd'hui, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de divergences autour de la problématique. D'aucuns estiment que ça ne vaut pas la peine, et puis de l'autre côté, on estime que la crise est là, ou bien on estime, si jamais rien n'est fait jusque-là, on prépare, on balise les chemins pour un probable glissement, parce que le bureau de la CENI doit être installé. Si cela n'est pas installé, nous allons au glissement. Mais vous avez déjà le glissement. Le glissement est déjà là. Vous savez, il ne faut jamais devenir amnésique. La problématique de la réforme de la CENI, c'est une problématique récurrente. Après chaque élection, nous avons fait face à il faut réformer la CENI, réformer la CENI. Nous en sommes chaque fois sortis avec une nouvelle loi concernant le fonctionnement de la CENI, une nouvelle loi électorale. Et à l'élection suivante, on trouve les mêmes problèmes. Dans le cadre de cette conférence organisée par l'Université de Liège, vous savez, tout d'abord, en tant qu'ancien étudiant de l'Université de Liège, j'ai d'ailleurs fait un message à un ami de l'Université de Liège aussi, qui est encore fonctionnel, opérationnel là-bas, disant mais je ne comprends pas, l'université a tellement d'anciens étudiants qui se trouvent ici au Congo, et certains sont même des éminentes personnalités de la classe politique. L'université aurait pu s'informer de l'atmosphère, qu'est-ce que nous pouvons faire réellement pour vous aider, plutôt que organiser comme ça une conférence qui tombe un peu comme un cheveu dans la soupe. Vous savez, moi je mets ça, je ne vais pas être méchant, mais je mets ça beaucoup plus sur peut-être la soif de certains, le végétariat, tout ça, qu'on parle d'eux. Mais c'est faire preuve aussi d'amateurisme, puisque la machine était déjà lancée. Et la machine ne s'arrêtera pas à cause ou ne changera pas de cours à cause de ce genre de forum. Mais mon avis personnel est le suivant, si je peux juste prendre quelques minutes. Je pense très sincèrement qu'après 3 élections, où chaque fois on n'a jamais été capable d'aller au bout du cycle électoral. Écoutez, nous en sommes à notre 3e élection présidentielle et législative, mais aucune élection locale.
on doit se poser la question suivante. Est-ce que ce modèle, vous savez, le modèle commission électorale, tout ça, qui nous coûte très cher, est-ce que c'est un modèle que nous devons continuer? Moi, je pense très sincèrement que nous devrions arrêter ce modèle commission électorale, tout ça. D'abord, ça nous coûte les yeux de la tête. Et de deux, que devrait apporter une élection? Une élection devrait apporter une stabilité à travers la légitimité, à travers quand même un sentiment de réconciliation nationale. Parce que même si moi j'ai voté tel, toi tu as voté tel, mais finalement le résultat dit que c'est tel qui a gagné, mais nous restons Congolais et nous travaillons ensemble pour faire avancer notre pays. Or, nous avons toujours eu une CENI qui organise des élections truquées, d'où déficit de légitimité après les élections, pas de réconciliation, au contraire, toujours des tensions, des conflits, et même des conflits armés. Et pour ça, nous payons 700 millions de dollars, 1 milliard de dollars tous les 5 ans. De l'argent, soit que nous n'avons pas, et dans ce cas-là, l'étranger doit nous donner de l'argent, et la main qui donne, c'est la main qui dirige. On perd la question de la souveraineté a été... Bien sûr. Ou bien nous les finançons nous-mêmes, ce qui était le cas des dernières élections, et on aurait pu faire autre chose avec cet argent. Je crois que nous avons vu dans ce pays l'organisation d'élections bien meilleure que ce que la CENI nous sert. Des élections qui ont été libres, qui étaient... Mais on parlait Non, mais parce que, écoutez, c'était sous le parti État. Mais si nous parlons d'élections, si vous parlez d'élections libres, démocratiques et transparentes, des élections libres, démocratiques et transparentes, ça ne demande pas nécessairement un multipartisme. Libre, chacun peut voter. Démocratique, chacun peut s'afficher sous sa couleur politique. Et transparente, vous avez les témoins. Alors petit à petit, nous allons droit vers le mieux, ça se voit, la crise. Mais n'oublions pas qu'à l'époque de Mobutu, à l'époque de la dictature, nous étions identifiés. Aujourd'hui, nous ne sommes pas identifiés. Philippe, n'oublions pas que nous sommes un pays où des élections sont organisées avec une population qui n'est pas connue. Donc vous êtes de ceux qui estiment que le recensement général devrait impérativement intervenir en amont avant... Ce n'est même pas que je l'estime, mais souvenez-vous, parmi les résultats et les requis sortis de Sun City, il y avait le recensement. À l'époque de Kabila, la question de l'ONIP avait... il y a eu même de morts autour de cette question. Lorsqu'on avait conditionné les élections au recensement, c'était l'hécatombe ici. Parce que finalement, plus précisément à cette époque-là, on voulait utiliser ce problème de recensement comme raison pour le glissement. Alors, donc, si vous nous suivez, vous comprenez qu'ici, comme je vous avais dit, nous échangeons, mais nous proposons aussi. Le recensement général devient un impératif. Le tout dernier remonte en 1984, si ma mémoire est bonne. Et bien, jusqu'à aujourd'hui, nous procédons au mécanisme d'estimation, des échantillonnages, c'est en technique de la statistique. Aujourd'hui, nous sommes autour de l'à peu près. Donc, si vous prenez juste le 1% de 80 millions, vous verrez déjà, c'est dans le 800 000 habitants qui seront mis de côté. Si jamais dans les estimations, on estime, parce qu'on ne va pas atteindre les 100%, mais l'à peu près. Donc vous voyez déjà la marge, 3% de 80 millions, ça représente presque le Gabon déjà. Ce sont des questions que nous devons vraiment, nous tablons là-dessus. M. Albert Moleka, mais aujourd'hui, au niveau du microcosme politique congolais, il y a pas mal de problèmes. La crise est là, même au sein du cash, on sait qu'il y a toujours, il y a quelque chose qui se présente comme apparent. Et on sait que l'UDPS et l'INC, ça ne tient pas à cause de l'arrestation de Kamere. De l'autre côté,
La coalition sait que c'est autour de l'hypocrisie. Donc, autant des questions de l'autre côté. La Mouka est là comme opposition. Bahati Lukwebo aussi. Mais que faire pour trouver l'issue en dépit de tout ceci? Cher Philippe, vous parlez de crise nationale. Mais d'un autre côté, vous avez mentionné FCC, CAJ, la Mouka, etc. AFDC de mon frère Modeste Bahati sont réalistes. Par rapport à la population congolaise, que représentent le FCC, le CAJ, la Mouka et l'AFDC de mon frère Bahati? Je crois que la population congolaise mérite qu'on la considère sérieusement et qu'on s'occupe sérieusement d'elle et éviter toujours de la réduire à certaines organisations politiques qui constituent une goutte d'eau dans l'océan de cette population. Vous savez, nous avons la guerre, par exemple, dans ce pays depuis 23 ans. C'est-à-dire, il n'y a pas un seul jour où un Congolais ne meurt pas par balle réelle. Mais c'est devenu une banalité. C'est comme si on s'en accommode. On ne peut pas s'en accommoder. On ne peut pas s'en accommoder. Aujourd'hui, quelle est la situation à l'Est? La situation à l'Est préfigure un chaos. Préfigure un chaos. Vous savez, je fais une expérience sur les réseaux sociaux. J'essaie de publier chaque fois qu'il y a des tués à l'Est, mais les commentaires sont minimes. Sont minimes. Quand j'ai 5 ou 8 commentaires, je dis « Ah ben, bonne journée ». Mais si je publiais une histoire de buzz à M. Philippe a détourné $1 million, là il y aura du buzz. Monsieur Albert Moleka, nous sommes dans une démocratie représentative, représentée par ce parti politique-là. D'où il faut réformer même la philosophie de notre démocratie, s'il faut viser la base de la pyramide. Si vous voulez dire que la population congolaise, dans sa grande majorité, est membre effectif de ces organisations, de ces partis politiques, très, très cher Philippe, c'est très loin de la vérité. J'ai posé cette question par rapport au texte. Alors, M. Albert Moleka, nous approchons à la fin. Juste une question de curiosité. On avait vu le président de la République venir visiter la famille Moleka. Et l'opinion, certains s'interrogent, on se poserait des questions de savoir. Le président, il est temps de causer longuement avec maman dans votre résidence à Montfleury. Quelle relation y a-t-elle entre la famille Moleka et la famille Tshisekedi? Parce qu'il a laissé beaucoup de familles, mais on l'a vu venir jusqu'à la maison, à la résidence même de Moleka. Je peux vous dire que mon père, feu Ignace Liboke Moleka et feu Étienne Tshisekedi Wamulumba ont toujours été de très grands amis, dont les familles se connaissent. Maman Moleka et maman Marthe se connaissent très bien. Elles étaient toutes les deux très proches de feu maman Marie-Antoinette Mobutu. Donc ce sont des familles dont les parents ont toujours eu une relation de confraternité. Mais maman, mais bon, vous savez, je voudrais simplement mettre les points sur les i. Maman Moleka n'est pas une personnalité politique. Maman Moleka ne fait pas de la politique. Le président de la République, bien sûr, c'est un politicien, mais c'est aussi un être humain comme vous et moi qui a le droit d'aller aussi visiter qui il veut, d'autant plus que dans ces fonctions-là, ce n'est plus aussi simple d'aller visiter
si vous voulez. Alors, M. Albert Molek, on comprend par là que vous avez, vous tissez quand même, il faut le dire ainsi, de liens de famille. Alors, s'il faut donner un conseil à votre frère, l'actuel président Tshisekedi, en dépit de tout ce qui se passe, il y a quand même la question sur l'insécurité qui continue, qui perdure, parce qu'on avait cru que juste après Kabila, on allait assister vraiment à un paradis. Parce que c'est ce qui se disait. Après, on accusait Kabila, que c'est lui qui était derrière le Rwandais, mais on a vu que Kabila n'est plus là, mais le problème reste entier. Donc, premièrement, il y a la question de l'insécurité, il y a aussi la question du social du Congolais aujourd'hui. Vous savez, l'attente est tellement que l'IDPS, une fois au pouvoir, on pensait qu'on allait assister vraiment à un paradis sur Terre. Mais les choses ne semblent pas être selon à la hauteur des zones d'aspiration. Ce que je disais lorsque vous me parliez de vos FCC, vos Lamouka, vos... Donc, en deux mots, s'il faut donner un conseil, je vous donne la possibilité de le faire et vous allez aussi chuter par là. Vous donnez les conseils et puis s'il faut même parler à Lingala aussi pour que vous puissiez toucher une large majorité de nos téléspectateurs que vous avez. Et conseil, je dirais, vous savez, lorsque vous occupez ces fonctions, vous avez à votre disposition des paramètres, des informations que le commun des mortels n'a pas. Donc vous êtes supposé connaître les réalités du pays, les réalités de l'État, les réalités de la nation. Bien sûr, il faut, à mon avis, s'accrocher à certains principes et à certaines valeurs qui vont vous servir à en fait rendre service à cette population. Cette population, c'est votre employeur et vous devez rendre compte à l'employeur. Vous devez avoir le courage, des fois, d'aller à contresens, même par rapport à vos intérêts, les intérêts les plus urgents. Et vous savez, juste pour reprendre le conseil qui m'a été donné un jour par un grand homme de Dieu, Papa Kelani. Cherchez toujours, demandez toujours à Dieu de vous donner la capacité de discerner entre l'urgent et l'important. Et faites toujours l'important. Demandez à Dieu de vous donner la capacité de discerner l'urgent à l'important. C'est par ce mot que nous, philosophiques bien entendu, que nous bouclons complètement notre numéro du jour. Merci de l'avoir suivi. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, cette émission est terminée. Au revoir et à la prochaine.